Du coup, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais il y a deux grands thèmes dans ce livre qui sont d'un côté la musique et de l'autre côté la politique et l'histoire. Au-delà du livre, selon vous, quel lien on peut faire entre justement l'art et la musique plus spécifiquement et l'histoire? Ah ben, on peut en faire énormément, enfin, c'est ça que je dis dans le bouquin, sauf que je crois qu'on le dit souvent pour, par exemple, je crois qu'il est assez naturel pour tout le monde de se dire si on fait une histoire de la littérature, on peut pas éviter de voir que la littérature a évolué avec tout ce qui se passe dans le monde, avec l'évolution de, je sais pas moi, de passer du Moyen-Âge à la Renaissance au capitalisme, etc. Et c'est évident pour tout le monde. Et puis les notions, par exemple, de l'amour ne sont plus les mêmes qu'il y a 200 ans. La trahison, la jalousie, c'est pas la même chose chez Proust que 200 ans avant, ou voilà. Mais par contre, pour la musique, on croit que tout ça est abstrait. Et alors que c'est pour moi exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une relation énorme. Par exemple, je le dis au début, bon, c'est un des exemples, mais ça va être pareil dans la suite du bouquin avec les autres formes d'écriture. La musique tonale, donc tonalité, ré majeur, ça, est une musique où il y a toujours trois notes principales. Alors, je m'excuse, je fais un tout petit peu de technique, voilà, mais c'est pas compliqué. Il y a 1, 4, 5, le premier degré, quatrième degré, cinquième degré, qui sont le centre de la tonalité. Dans chaque tonalité, il y a trois notes qui sont centrales. Comme, je sais pas, on peut dire qu'il y a les 4 pieds d'une chaise sont essentiels, sinon elle tombe pas. Sinon elle tombe, pardon. Et ben, comme par hasard, au moment où on commence à attaquer le capitalisme, à attaquer les notions de classe dominante, classe dominée, et c'est ce qui se passe au début du bouquin, puisque c'est le début de la révolution soviétique, le début du marxisme qui se développe, et ben arrive une musique où tout d'un coup un génie qui s'appelle Schoenberg dit pas du tout. On change complètement les règles et on dit non, il y a 12 notes sur une gamme, si on compte tous les boutons, il y a tout 12 notes, et ben elles valent toutes exactement la même chose. Elles sont toutes pareilles, elles ont toutes la même importance, et on va plus travailler avec cette tonalité qu'on retrouve, on va travailler avec voilà, tous les demi-tons qui constituent une note. 12 notes qui ont la même importance, et donc on invente ce qui s'appelle la musique dodécaphonique. Dodéca, c'est 12. Toujours quand je dis ça, ils croient que je parle du déca, mais c'est pas du tout un café. C'est dodécaphonique, c'est 12. Et elles sont toutes importantes. Donc le compositeur choisit presque arbitrairement de les mettre dans un ordre qu'il choisit lui-même. Et après, on retrouve cette série de notes tout le temps. Bon, ça, c'est par exemple, il y a un lien énorme, évident, entre. Mais comme il y a par exemple l'arrivée de la peinture abstraite, évidemment, ça va en même temps que, comme par hasard, voilà, une évolution dans l'histoire. Et puis après ça, alors là où c'est intéressant, enfin c'est pour moi que tu vas rentrer après, je suis pas compositeur, c'est que je pense aussi que même les goûts musicaux changent avec les morales qu'on peut avoir, les valeurs qui peuvent changer avec l'histoire. Enfin pour moi, alors il y a plein de choses. C'est aussi lié à la musicologie qui a beaucoup progressé, mais oui, enfin pour moi il y a un rapport évident. Je sais pas comment vous dire. Alors là, je peux vous dire, fa, là, c'est fa dièse là, c'est faux. Puis après, ça change. Puis après, ça change quand ça va plus loin. Bon, voilà. Mais non, pas bon. Ça, par contre, c'est presque une infirmité qui est considérée comme un avantage formidable. C'est ce qu'on appelle l'oreille absolue. Et c'est vrai que j'ai l'oreille absolue. Ça veut dire que même sans référence, je peux tout de suite savoir. Même ça, je sais ce que c'est comme note. Et en même temps, c'est chiant parce que je fais pas la relation avec les notes. Il faut que je réfléchisse. Je dis toujours, c'est comme si on mange un couscous, on sait qu'il y a de la semoule, on sait qu'il y a de la saucisse, mais on ne sait pas que c'est un couscous. C'est ça l'oreille absolue. On entend chaque note, mais on n'entend pas le tout. Et bien du coup, si ça c'était le rapport de l'art à l'histoire, la dernière question que j'aurais pour vous, c'est vous personnellement, Ami, quel est votre rapport à l'histoire finalement? J'allais dire très bêtement que mon rapport à l'histoire, c'est mon premier livre. Dans le sens où, dans le premier livre, je raconte beaucoup mes origines, mes parents, mes grands-parents, ma vie, mais mon rapport à l'histoire, c'est ça. Je veux dire. Bon, de toute façon, vous verrez le bouquin, enfin, vous l'avez lu, je pense, je sais pas. Le bouquin, il dit ça aussi. Bon, moi, je viens d'une famille juive qui a beaucoup souffert. C'est un pléonasme, on peut le dire. Oui, tout ça fait ma vie, quoi. Je veux dire, le violon, c'est sans doute ça, parce que tout à l'heure, je m'amusais un peu en disant c'est pour marcher, c'est vrai.
Mais il y a aussi que le violon est comme par hasard un instrument très très important dans la culture juive, mais aussi pourquoi? Parce qu'on peut balader d'une ville à l'autre et comme il fallait quitter les villes tous les 4 ans, et ben c'est mieux d'avoir un violon qu'un piano. Pour passer d'un ghetto à l'autre, c'est mieux. Donc c'est aussi ça, c'est un peu tout ça à ma vie, quoi. Moi je sais même pas comment en parler. Je veux dire, mes parents évidemment viennent de l'Est, avec une culture assez différente. Moi, je suis né en France, mais de justesse, parce que ma mère est arrivée en France, j'étais dans le ventre, mais je suis né en France. Mais je sais même pas comment dire. Oui, mais enfin, en même temps, on est fait de tout. Mais ma vie, oui, c'est quand même ça. C'est quand même de savoir que qu'on aurait pu y passer déjà. Et ça me fait trembler de dire ça. Mais et en même temps qu'on n'y est pas passé, quoi. Enfin, je veux dire, qu'on est là et qu'on peut l'apporter, puis que c'est en même temps essentiel, mais pas seulement, parce que voilà, c'est des rencontres, c'est l'amour que j'ai pour ma femme, et pour mon fils. C'est très bête de dire ça, mais en même temps, c'est vrai. Je veux dire, oui, la vie, c'est tout ce qui a fait, tout ce qui m'a fait, c'est l'histoire de ma famille, l'histoire de l'histoire du monde, tout simplement, parce que je suis français. Alors évidemment, on va m'insulter si je dis ça, mais je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, je suis complètement français, j'adore cette culture, mais je sais très bien que pour tout le monde, c'est par hasard, pour moi encore plus. Parce que ma mère était romaine, mon père polonais, bon, lui, il est déjà venu en France. Mais tout ça, ça construit quelqu'un, ça le détruit. Mais c'est aussi se battre pour vivre. Moi, j'ai tendance à toujours à dire, parce qu'on en a plein tous, des copains très névrosés, qui vont mal, qui s'en sortent pas, tous des crises, qui prennent de la drogue parce que ça va mal et qui soit tapent sur leurs parents en disant putain, ma mère, elle m'a fait chier, et elle était trop possessive, ou elle était trop comme ci, mon père a fait ci, et puis j'ai souffert parce que mes parents étaient pauvres. Et je dis stop, ça suffit maintenant. Ok, on a tous des trucs. À partir de 35 ans, on est responsable de sa vie. On peut pas tout le temps se plaindre en disant que c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. 35 ans, ok, tu réfléchis, tu sais, ok, il y a des choses qui t'ont fait du mal. Tu peux quand même rebondir, tu peux quand même te poser des questions, essayer de vivre avec ça, et on n'est pas condamné à souffrir parce qu'on a eu des parents chiants ou parce qu'on a eu une vie difficile, j'y crois pas. Alors, d'ailleurs, je plains aussi des exemples de gens qui viennent de familles très riches, qui sont dans une merde noire, parce qu'ils sont chiants, parce qu'ils n'ont pas travaillé. Enfin bon, ce que je veux dire, oui, c'est surtout la responsabilité, peut-être, c'est ça, l'idée de la responsabilité, que je pense quand même qu'on est tous responsables de notre vie à partir d'un certain temps. Quand on est gosse, on n'y peut rien. Ok, on subit ou on profite de ce que nous apportent les parents, là où on vit, la structure, tout ça. À partir de 35 ans, pour moi, on est responsable. On est responsable de tout. De son travail. J'allais dire, on est aussi responsable du choix de son psychanalyste, si on en a. Parce qu'il y en a plein qui vont avec des psychanalystes débiles, ils restent quand même, tant pis pour eux. C'est pas le psychanalyste qui est fautif. Il est con. Mais il y en a d'autres. Il faut aller voir. Il faut jamais être passif. Enfin, voilà, c'est peut-être ça aussi le truc le plus important. Jamais être passif. Mais c'est vrai pour le travail, c'est vrai pour la, entre guillemets, créativité, parce que je déteste ce mot d'artiste, création, ça n'existe pas. Comme disait Brendel, être artiste, c'est juste qu'il faut beaucoup travailler, quoi. Mais maintenant, tout le monde se dit artiste. Si il sort un scénario, il est tombé amoureux, mais elle l'aime pas. Eh ben, c'est un scénario, déjà. Ils se prennent déjà pour des artistes, pas de Rakan, tout ça. Enfin, bon. C'est tellement. Bon, c'est pas ça pour moi. Ça, c'est autre chose. Il faut avoir des vraies choses à dire, des vraies choses à raconter. Mais en tout cas, oui, l'idée de responsabilité et de. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et de. Oui, qu'on doit. C'est pour ça que le premier, il s'appelle Apprendre à vivre sous l'eau. C'est que dans toutes les. Je suis assez content finalement de l'enchaînement des deux titres. Quand j'y pense, j'y avais même pas pensé. Mais Apprendre à vivre sous l'eau, ça veut dire ça. Ça veut dire ce que je viens de dire. C'est-à-dire que même dans les pires conditions, on est responsable. À partir d'un certain moment, on est responsable, même si on est addict à des drogues, tout ça. Moi, je suis addict à la clope, je sais, quand j'arrêterai, quand j'arrêterai pas. Mais bon, j'y réfléchis. En tout cas, c'est pas ma mère qui est foutive. Voilà. C'est pas non plus un vieux psychanalyste, c'est pas non plus, je sais pas quoi, mon prof de polytechnique. Non, c'est moi qui suis fautif. Voilà. Et je pense que ça change un peu tout. Et on est effectivement responsable de son psychanalyste. Ça, j'en suis sûr. C'est parce que j'ai souvent des étudiants qui viennent se plaindre, qui sont mal, je leur trouve des gens, tout ça. Bon. Et puis, les gens qui sont. Ne pas être passif, c'est peut-être ça le plus important. Mais je vois que c'est vrai pour tout maintenant. Par exemple, on ne peut plus aller chez un docteur si on croit si on se dit, bon, je suis chez le docteur, il me dit ce qu'il veut et je vais faire ce qu'il me dit. Si on est passif devant un docteur, on est mort 6 mois après. Hein. Et c'est vrai pour tout.
Enfin, je veux dire, si on n'est pas un peu à l'écoute, bien sûr qu'on n'est pas docteur, on n'a pas toutes ces données, mais si on se dit pas, tiens, oui, est-ce que c'est justifié, je me ressens comme ça, non, peut-être qu'il a tort, on se tire à quelqu'un d'autre. C'est pour tout maintenant. On doit être, enfin oui, on est responsable et jamais passif. Pour moi, c'est avant tout ça. On a à avoir prise sur ce qu'on fait, sur ce qu'on décide, sur comment on mène sa vie. On peut pas se plaindre, on n'a pas le droit de se plaindre toute sa vie. Ça, c'est un truc qui m'énerve et que je trouve de plus en plus visible. Moi, j'ai ça même dans les jeunes de ma famille. Spain, j'ai eu ça ici, il m'est arrivé ça quand j'avais 7 ans. Bah, oui, bien sûr, c'est arrivé ça. Maintenant, t'as 40 ans, tu réfléchis. Voilà. Et bah, merci pour ce que vous avez partagé aujourd'hui et ce que vous avez partagé au travers de votre livre. Merci beaucoup à vous. Voilà. Et puis encore bravo pour cet homme. Merci.